Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Allocution du président burundais Pierre Nkurunziza ce mercredi. En août 2015, il avait annoncé que la sécurité sera rétablie sous 8 semaines. Dans ce discours à la nation, le chef de l'État a dressé un bilan à mi-parcours de ce délai. Lutte contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. L'institution de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans inversera la tendance à long terme. Dans l'immédiat, les adultes sont encouragés à s'inscrire dans des centres d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. Le courant équatorial du Pacifique El Niño va de nouveau frapper le Kenya. Réapparu voici quelques mois, l'épisode 2015-2016 de ce phénomène climatique figurera parmi les 4 épisodes les plus intenses observés depuis 1950 selon l'Organisation météorologique mondiale. Bilan pour le Burundi. Après l'élection présidentielle de juillet 2015, le président Pierre Nkurunziza a fait le point sur la situation du pays ce mercredi. Qu'en est-il ressorti? Élément à 2 réponses avec Paul de Singwe. C'est un discours à la nation qui commence par un ultimatum. Cette mise en garde vise essentiellement les personnes en possession d'armes illégales. Dans son message aux Burundais ce mercredi, le président Pierre Nkurunziza leur a demandé de remettre ces armes dans un délai d'1 mois. Les armes en circulation, beaucoup ont été saisies. Mais ceux qui en détiennent encore ont 1 mois pour les remettre aux autorités compétentes sans être poursuivis. Passé ce délai, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Depuis la réélection du président Nkurunziza à la tête du Burundi pour un 3e mandat, le pays est plongé dans une instabilité sociopolitique majeure. Les partisans de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition s'affrontent quotidiennement. Dans un souci d'apaisement, le chef de l'État burundais a également annoncé la mise en place d'une commission nationale de dialogue inter-burundais. Il s'agit d'un cadre de dialogue et non pas de négociation entre les Burundais. Il y aura des discussions sur la sécurité, le développement, tout ce qui a trait aux accords d'Arusha. Donc, ce sont des discussions entre les gens, non pas entre les politiciens, notamment Nkurunziza et l'opposition. Il est difficile de dialoguer avec les gens qui se trouvent à l'étranger quand l'opposition entière et la société civile se trouvent à l'étranger, qu'ils sont sous les mandats d'arrêt. Et du moment où on maintient ces mandats d'arrêt, c'est-à-dire qu'on invite les gens qui sont à l'étranger, mais finalement, il y a très peu de gens de l'étranger qui vont y aller pour discuter. Donc, il y a un préalable d'abord des discussions d'arrêt, de mandat d'arrêt, et puis au moins, s'il s'agit d'un vrai dialogue, un dialogue qui se passe à l'étranger pour permettre aux gens qui ne peuvent pas rentrer de pouvoir participer. Selon un rapport de l'ONU, la crise que traverse le Burundi a entraîné la mort de 134 personnes depuis le mois d'avril 2015. Ce 1er octobre, le corps de Jean-Baptiste Sengoyima, chef du MSD, un parti de l'opposition, a été découvert devant son domicile. Dans l'actualité également, le vice-président de la rébellion Touareg, Mouvement national de libération de l'Azawad, Mahamadou Djeri Maïga, a été arrêté jeudi à l'aéroport de Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a dû répondre aux autorités de la transition sur des soupçons de soutien aux putschistes, des allégations qu'il nie catégoriquement et affirme que ce sont des allégations infondées. Les arrestations se succèdent donc à Ouagadougou suite au coup d'État manqué du 17 septembre. Le 1er octobre, Gilbert Diendéré, le chef des putschistes, s'est rendu aux autorités. Le président de la transition, Michel Kafando, a de son côté tenu à saluer le travail de l'armée loyaliste dans la résolution de cette crise. Le point tout de suite avec Paul de Singwe et Jean-Célestin Djongé. C'est à la tombée de la nuit ce mercredi 30 septembre que le président du Faso, Michel Kafando, entouré des militaires qui ont mené l'assaut, a fait une déclaration solennelle. L'occasion pour le chef de l'État de marquer une reprise en main de la situation et de rendre hommage à l'action des forces loyalistes. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale, qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion
sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Pour de nombreux analystes, le pays des hommes intègres, après avoir chassé du pouvoir fin octobre 2014, l'ancien président Blaise Compaoré vient de montrer une fois de plus, en faisant échec au putsch du mois de septembre 2015, que l'Afrique est capable de gérer ses propres crises. On peut bien dire au regard de ces derniers événements que l'Afrique est capable de gérer ses crises et ses problèmes. Mais il faudrait peut-être nuancer aussi cette réalité parce qu'il s'agit là d'un pays qui est en train de démontrer aux yeux du monde qu'il est capable de gérer lui-même ses propres problèmes. Le Burkina Faso, via sa population et son armée, a montré qu'il est capable de respecter les institutions de la République et il est également à saluer le comportement de l'armée. Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique, notamment celle qui structure un peu les processus de refondation des armées liées aux situations de transition et d'alternance politique. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a été remis aux autorités de transition ce jeudi. En lançant l'assaut contre les insurgés le 29 septembre 2015, le Burkina Faso a non seulement sauvé son honneur, il a aussi consolidé l'image d'une Afrique responsable en matière de gestion et de résolution de crise. Alphabétisation des adultes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ambitionne de faire baisser le taux élevé de personnes adultes analphabètes, actuellement estimé à 44%. Il espère le réduire à 20% à l'horizon 2020. Reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 44,7% de personnes analphabètes. Le gouvernement veut baisser ce taux à 20% en 2020. Les femmes représentent 60% des adultes analphabètes. C'est pourquoi le gouvernement a institué l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour les personnes adultes, des cours sont aménagés en fonction de leur emploi du temps. Objectif, leur permettre d'apprendre à lire et à écrire sans un impact négatif sur les activités professionnelles. Les techniques d'enseignement sont également adaptées à leur situation. C'est-à-dire de présenter les objets, c'est-à-dire le pilon, la calebasse, le grain de maïs et le citron. À partir de ces objets naturels, on peut apprendre à déchiffrer les lettres. Pour écrire un A par exemple, j'ai à prendre un citron avec un petit pilon à droite, ça me donne le A. Pour faire le C, comme il y a la calebasse dans mes trucs, donc je prends la calebasse qui est ouverte à droite, ça me fait le C. Donc c'est à partir de ces éléments-là qu'on apprend à déchiffrer les lettres et à écrire A, B, C jusqu'à Z. L'analphabétisme est très répandu dans le milieu des transporteurs et en particulier celui des chauffeurs. En plus de les aider à mieux travailler, savoir lire et écrire est aujourd'hui nécessaire pour leur permettre d'acquérir une certaine autonomie dans les actes de la vie civile. Lorsqu'on ne sait pas lire et écrire, c'est comme on est mort vivant. Parce qu'il y a des coins où tu vas, on dit bon voici le formulaire, il faut remplir toi-même. Tu es obligé de donner à quelqu'un, il remplit pour toi. Or si c'est lire, tu remplis toi-même sans problème. C'est peut que tu parles quelque part, tu as un code. Or ce code, on dit code secret. Mais puisque tu ne sais pas lire et écrire, tu es obligé de donner à quelqu'un. Puis il met ce code-là, peut-être demain, il prend ça pour s'en servir. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir ici et apprendre à lire, à écrire, pour pouvoir être indépendant de moi-même. Pour atteindre l'objectif de réduction de moitié du taux d'analphabétisme en 2020, le gouvernement ivoirien va encourager l'établissement de centres d'alphabétisation pour adultes. Dans le cadre de l'école obligatoire, le gouvernement a déjà prévu 700 milliards de francs CFA pour la rentrée scolaire 2015-2016. 3 millions d'élèves des écoles primaires publiques vont recevoir gratuitement des kits scolaires d'une valeur de 10,44 milliards de francs CFA. Le taux de scolarisation nationale est passé de 77% en 2010 à 95,5% en 2015. L'ambition du gouvernement est de le porter à 100% en 2025. Le Kenya se prépare aux pluies d'El Niño, tandis que la sécheresse se fait rudement sentir dans d'autres régions d'Afrique. Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies vont atteindre leur pic entre novembre et janvier. Et les autorités estiment qu'ils ont besoin de 15 milliards de shillings pour s'y préparer. Les précisions de Birama Saunera. Au Kenya, les autorités se mobilisent pour faire face aux pluies d'El Niño. En avril et mai 2015, des fortes pluies et des crues soudaines ont dévasté des zones rurales et urbaines du Kenya. Conséquence, des dizaines de personnes tuées, des centaines déplacées et des propriétés d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars détruites. Mais les experts météorologiques avertissent que tout ceci n'est rien
comparé à ce qui pourrait arriver. Dans les zones urbaines, les crues subites pourront devenir imminentes à cause de la trop grande présence d'asphalte. La majeure partie de l'eau pourrait rester écoulée en surface. Du coup, à moins d'ouvrir des systèmes de drainage, on pourra assister à des crues subites dans un grand nombre de zones. Les pluies d'El Niño provoquent également des inquiétudes chez les paysans. Beaucoup se souviennent du dernier El Niño enregistré au Kenya en 1997-1998 et qui a provoqué l'épisode pluvieux le plus destructeur dans l'histoire du pays. Il se prépare en conséquence. En tant que pays, nous avons en priorité besoin d'être préparés. Personnellement, je suis prêt. J'ai déjà préparé mes 12 hectares de terre dans la localité de Ukambani en me basant sur ce qui s'était passé en 1997. J'étais encore un petit garçon, mais j'ai fait l'expérience de moissons énormes parce que vous voyez, notre site a beaucoup de terres en friche qui ne sont pas utilisées, mais si nous les préparons à temps, nous aurons sans doute une production suffisante. En 1997-1998, les inondations causées par les pluies d'El Niño au Kenya ont entraîné des dégâts considérables. Le gouvernement tente aujourd'hui de trouver une solution afin de réduire les effets de ces phénomènes sur les populations les plus vulnérables. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.